Donc Ouais. Adrien, évidemment, si tu viens ce soir, c'est pour nous redonner des financial advice. Aucune Ah pression, ouais, aucune, bien entendu. jamais. Mais les gens veulent savoir s'ils doivent acheter ou vendre maintenant. Donc, qu'est-ce que Mhm. tu as à leur apprendre? Alors là, évidemment, c'est vrai que bah, comme tu le dis, je vais pas forcément conseiller de quoi faire, mais en tout cas, bah, écoutez, déjà, ce qui est plutôt sympa, c'est de voir que oui, tout ce qu'on a vu se passer, se dérouler en coulisses depuis, bah, comme vous l'avez dit au début, pendant 8 mois assez longs, enfin, finalement, est vraiment en train bah, de se manifester sur le price action et puis bah, voilà, sur le regain d'intérêt qu'a l'écosystème dans sa globalité. Et maintenant, bah, aujourd'hui, voilà, comme on en a un peu parlé en amont, en avant-live, on va faire un petit point global sur ce qui se passe et puis et voilà, voir si oui, s'il faut racheter, vendre, si on est au top, si on n'est pas au top. Évidemment, Mhm. ce ne sera que des probabilités comme on en parle très souvent. Voilà, faut pas prendre ça comme argent comptant. Faut pas Mhm. oublier que, voilà, encore une fois, ce sera ce que je vois sur la blockchain, mais tout est manipulable à interprétations diverses pour chacun. Donc, Bien bah sûr. écoutez, je vais pouvoir commencer ça et vous partager quand Juste même pour mon savoir, écran. est-ce que tu te souviens à Ouais. combien était le Bitcoin la dernière fois qu'on s'est vu? 69. Hmm, Ah, il était si haut? peut-être, On était juste avant les... on était à Juste 69. avant les élections. Ouais, c'était ça, Parce que juste attends, avant les si c'était il y a élections. un mois, ouais, fin octobre, il était quand même pas mal, il me semble. Quasi x2 On quand même, avait, hein. Ah, on avait run back. En fait, on venait de run back de 55 à ok. 69, Ah, quasiment ligne droite. Et on était Ouais, juste avant les élections. Trump était quasiment à exact. 70% sur Polymarket, etc. Ce genre de choses. Ouais. Into dump 65K, machin. Et into running back 90K. Hmm, La putain, c'est timeline de fou, hein. baiser. exactement. Il y a un mois, genre. Ouais. Ah, Et putain, non il y a mais, moins d'un mois. on vient de prendre 35 000 $ en un mois. Oh La là 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 bougie là. mensuelle, elle est hallucinante. Et c'est vrai que c'est dantesque. Enfin, il n'y a pas d'autre Ça fait mot. du bien par où ça passe, bien entendu. Ouais, ouais, Mhm. c'est clair. Mais Par le justement, PF. c'est parfait pour se poser la question de savoir, voilà, est-ce que ça semble trop beau pour être vrai ou est-ce que ça peut commencer Ah, exactement. à surchauffer? Donc écoutez, est-ce que déjà vous voyez bien mon écran? Logiquement, je crois que oui. Attends. Que je Ouais, vous montre. je vais pouvoir Tac. l'afficher. On est tout bon. Juste au moins Voilà. que ce soit certain. Yes, ok, bah top. Bah écoutez, déjà petite mise au point, parce que vous savez que j'aime bien, enfin j'aime beaucoup, c'est un des indicateurs que j'aime beaucoup pour prendre beaucoup de hauteur, c'est vraiment tout ce qui est visualisation de la performance du Bitcoin par rapport au cycle précédent. Et bah, c'est quelque chose que je vous ai déjà présenté, mais le graphique si présent avec la courbe en verte, c'est le cycle précédent, la courbe en bleu, c'est celui de 2015-2018. Et en noir, c'est où nous Mhm. en sommes actuellement. Donc, c'est la performance du Bitcoin depuis son point le plus bas précédent. Donc, ici, c'était globalement ce qui s'était passé en novembre 2022. Et comme vous le voyez, bah, écoutez, on est parfaitement dans les clous. Justement, si on a Mhm. eu un peu on s'était un De peu lag. démarqué en mars dernier avec ce premier nouvel ATH qui a été un peu porté par les ETF, on voit qu'on est vite Mhm. revenu un peu dans le bon, dans le juste, et que, bah écoutez, c'est assez hallucinant, mais on commence exactement au même moment. J'ai pas envie de vous dire jour pour jour spécifiquement, mais on commence parfaitement cette nouvelle phase haussière, cette nouvelle parabolique. Voilà, symétriquement parlant, c'est exactement ce que nous avions vécu déjà dans les cycles précédents. Donc, j'avais vu un tweet d'un autre analyste qui était plutôt sympa, qui nous disait que bah, si on ne se base que sur ce principe de cyclicité et de psychologie de l'investisseur, eh bien écoutez, en tout cas, il y a des probabilités qu'on finisse l'année entre un Bitcoin aux environs entre les 105 et 150 000 $. Alors, évidemment, c'est une fourchette très haute, mais c'est vraiment Mhm. si purement on suit exactement ce qui s'est passé dans les cycles précédents. Quand on regarde la performance, bah voilà, jusqu'à voilà, on est à peu près à une augmentation encore de plus de. Enfin, j'ai même pas envie de vous donner des pourcentages, mais globalement, on augmente quand même encore pas mal. Donc c'est voilà, c'est tout. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, mais juste pour vous dire qu'on est, de mon point de vue, exactement là où on devrait être, et donc c'est extrêmement Mhm. rassurant de voir ça comme ça. Évidemment, comme vous le voyez, tout est sujet à fluctuation. Hein. Il n'y a pas un cycle haussier ne se passe pas forcément tout en ligne droite. Quelque chose Mais qui peut nous. quand tu fais l'estimation, j'imagine qu'il prend en fait
chaque multiple, et puis après, il fait un ordre, parce qu'à chaque cycle, ça descend beaucoup quand même. Donc j'imagine que c'est comme ça qu'il calcule. Il a pris ce qu'on a Ouais, pris en fait, tu vois, il au prend, même cycle. il prend le pourcentage d'évolution. Quand tu Ouais, regardes c'est ça. justement ici, tu vois, il met, donc là, on était à plus 160% par rapport au bottom lorsqu'on était au 11 juin 2023, etc., etc. Et quand tu regardes, c'est vrai que ici, on est, enfin, bien sûr, à quelques pourcentages près, globalement, on est entre ce qui s'était passé en 2020-2021 et entre ce qui s'était passé entre 2015-2018. On est vraiment entre les deux. Et pour l'instant, c'est assez synchro. En tout cas, voilà, ce qui montrerait par contre, et si la cyclicité se suit, évidemment, comme vous le voyez, il y a toujours des dips, des corrections en cours de cycle, et ça, c'est très normal, comme vous le voyez sur ce graphique. Globalement, tous les traits comme ça qui plongent vers le bas, qui sont assez tranchants, ce sont les corrections qui arrivent en cours de cycle. C'est vrai que je le répète assez souvent, mais par exemple, si on devait répéter le même schéma que 2017, où il y a quand même eu un x19 en l'espace de même pas 2 ans. Il faut quand même réaliser qu'on a eu 8 fois des corrections de moins 30% tout au long du cycle. Donc ce sera pas à ce moment-là, il faudra commencer à paniquer. Par contre, c'est vrai que si on en suit, encore une fois, si on observera, parce qu'on se fera d'autres lives d'ici là, mais si on observe une cyclicité qui se répète encore, c'est vrai que ça arrive toujours, voilà, à peu près vers le mois d'avril, généralement, où potentiellement on aurait comme un commencement de stabilisation, latéralisation, voire de correction. On l'a vu justement lors du précédent cycle. Donc, potentiellement, on devrait avoir, après à ce niveau-là, du coup, si on calcule, à peu près 5 mois potentiels. Évidemment, ça reste des probabilités, je le redis. Voilà, 5 mois où on devrait être dans une configuration assez sympa, où on devrait voir nos bagues pumper assez massivement. Donc, ça devrait être intéressant de le voir comme ça. Ce qui n'empêche pas de flash crash, on est d'accord. Exactement. Encore une fois, Ouais. comme on l'a vu sur le Oui. graphe précédent, voilà, les moins 30%, ça arrive. Par contre, c'est vrai Ça que arrive. je me suis pas penché dessus, mais là, en fait, faut vraiment comprendre qu'on a shifté un peu de paradigme limite, j'ai envie de vous dire, dans le sens où lorsqu'on était entre mars et en gros octobre de cette année, on était vraiment dans un marché qui consolidait, plus du tout dans une dynamique haussière aussi importante que ce que l'on voit aujourd'hui. Et donc forcément, chaque hausse prenait du temps pour être, comment on appelle ça, pour être, j'ai plus les mots, mais pour être bien absorbé, comme justement chaque correction prenait du temps pour être, voilà, pour qu'on s'en remette aussi également. En fait, ce qu'il se passe et ce qu'on a pu voir lors des cycles précédents, c'est que chaque correction, quand on est dans un cycle haussier digne de ce nom, généralement, chaque correction, enfin, qu'elle soit de 10, 20 ou 30%, sont généralement absorbées très très vite et ça ne dure que quelques jours, voire vraiment que une ou 2 semaines maximum avant vraiment d'être absorbé et qu'on reparte à la hausse. Puisque finalement, l'objectif, c'est potentiellement, il y a trop de leviers sur le marché, trop d'excès sur certains paramètres, qui fait que le marché a besoin d'un peu de calmer tout ça avant de repartir à la hausse. Et la demande est tellement forte que finalement, tout est ravalé assez facilement. Comparé à ce qu'on a vécu il y a justement pendant ces 8 mois de consolidation, où là on était plus sur quelque chose où, mine de rien, à chaque fois qu'on avait une grosse correction, tout le monde était en panique, tout le monde se disait est-ce que c'est la fin, est-ce que finalement mars c'était pas le top final, etc., etc. Alors que là, logiquement, on devrait vivre quelque chose d'assez inverse, donc ce qui est plutôt intéressant de le voir. Tu vois, justement, quand on utilise ce graphique, bon, globalement, je vais enlever tout ce qui est MVRV ratio, ça ne sert à rien aujourd'hui. Ce que je voulais vous montrer, c'était ce qui est en vert, ce sont toutes les phases du marché, tous les jours sur un marché où on est sur un nouvel ATH. Donc, c'est quand même assez parlant. Oh la vache. On est sur des phases, sur des périodes qui, si vous voulez, c'est pas parce qu'on atteint des nouvelles ATH que ça y est, on est en surchauffe, le marché va cracher, c'est bon, on est arrivé au bout, etc. On le voit en 2016, 2017 et 2020-21, à chaque fois, ça prend quand même énormément de temps. Finalement, on a beaucoup de jours avec des nouveaux ATH et finalement, on n'est pas forcément en surchauffe dès le day one, quoi. Ça prend du temps, etc., de pouvoir se matérialiser et aussi forcément de commencer à créer une distorsion, une dissonance, un déséquilibre entre le principe de l'offre et de la demande. Donc voilà, c'est vraiment pour remettre les choses en perspective, parce que je pense que pour beaucoup, ça peut être le premier cycle, pour beaucoup d'autres, ça peut être pas forcément le premier cycle haussier, mais aussi, il faut quand même mesurer que ces 8 mois de consolidation, elles nous ont fait quand même mal moralement, où moi le premier, chaque nouvelle hausse, j'étais craintif. Je suis beaucoup moins craintif aujourd'hui, mais je suis toujours prudent. Et donc forcément, on est dans cette configuration où il ne faut pas non plus qu'on s'alarme à chaque fois qu'il y a quelque chose qui a l'air d'être légèrement en surchauffe. Le but là, c'est qu'on arrive dans une phase de découverte. Tout va être en surchauffe puisque on atteint des niveaux finalement qu'on n'a jamais connus dans l'histoire
du Bitcoin. C'est pour Mm. ça que c'est extrêmement intéressant. Il faut prendre tout avec des pincettes finalement. Ouais, mais Ok. ce que tu dis, c'est ultra intéressant, tu vois, parce que j'en parlerai davantage dans la partie de l'analyse technique que je ferai en fin d'émission, mais il y a vraiment ce syndrome de post-stress traumatique qui est ultra présent, encore plus maintenant, et que même moi, tu vois, j'ai, enfant du bear market que je suis, d'être en disbelief total, et en fait, que Ouais. quand tu regardes objectivement, t'es juste en mode, mais juste on send et on y va, et c'est maintenant, les altes, elles ont dégusté, juste on y va, on lâche les chevaux. Faut y Et croire. comme tu ouais. dis très bien, ça dure quelques mois, c'est pas dans cette phase-là où il faut genre avoir peur, machin, on se dit allez vas-y, il reste 5-6 mois, Bitcoin pump, on y va et on profite de la fin parce que pendant 3 ans et demi après c'est le bear market. Mais Ouais. ce que tu dis c'est ultra intéressant et avoir de l'analyse on-chain, enfin ton analyse en plus par-dessus, ça fait c'est extrêmement cool. Bah, c'est justement un tweet que j'ai partagé il y a quelques jours où vous connaissez, je pense, un peu tous le fameux, comment on appelle ça? Le Wall Street Cheat Sheet. Donc, vous savez, le fameux graphique avec Oui. avec la psychologie de marché où on arrive dans l'euphorie, dans justement le disbelief, comme tu dis, etc. Mm. Mais il y a cet aspect où justement, selon ce qu'a créé un autre analyste qui s'appelle Root, où lui il l'avait fait de façon circulaire, je crois que je vous l'avais déjà présenté. Oui. Là, logiquement, on serait, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, dans cette phase d'optimisme, où justement pour lui, on commence seulement à réaliser que ce rallye est réel, même si on est en pleine découverte de plein d'ATH au jour le jour limite. Mais c'est vrai que de mon côté, en tout cas de ce que je vois sur les réseaux, sur le marché ou autre, on n'est pas du tout dans cette phase d'euphorie où tout le monde, ça y est, dit to the moon. Clairement. Enfin, les to the moon, j'en ai encore Clairement. vu aucun sur Twitter. Je sais pas Ah ce non, que vous voyez de votre absolument. côté. Ah bah C'est non, vrai. moi, Ce que je j'ai me vu souviens en 2021, alors que justement je débutais Twitter, je débutais sur le marché, j'étais vraiment un débutant de première, je ne voyais que ça. Je voyais des x2, x3 à longueur de journée sur n'importe quelle crypto, etc. Des personnes qui criaient au road to 100K, c'est parti. Et là, pour l'instant, on est vraiment dans cette phase où ça me paraît cohérent qu'on soit dans un optimisme profond, où on est d'accord qu'on va aller plus haut, mais on n'est pas non plus, je trouve, dans une phase, tu vois, de thrill ou de euphorie, où mine de rien, on est, tu vois, je pense qu'on est entre les deux là, puisque finalement, il nous reste un mois à peine, ouais, c'est 5-6 semaines avant 2025. Je dirais qu'on est vraiment entre les deux. Et finalement, voilà, comme on le dit, il y en a beaucoup qui sont déjà pleinement investis. Il y en a d'autres qui peut-être retiennent encore un peu les chevaux. Mais voilà, enfin, donc je trouve que c'est plutôt cohérent avec cette potentielle phase où on pourrait en être, en tout cas. Donc, du coup, pour continuer un peu et puis finir sur cet aspect de la cyclicité, donc là, on voit la courbe du Bitcoin en noir sur les 3 précédents cycles. Et cette fois, c'est un peu mis en relation avec tout ce qui est les bandes de prix du MVRV, c'est-à-dire qu'il va nous permettre de mesurer quand est-ce que potentiellement le prix du Bitcoin est surévalué, trop surévalué par rapport à sa valeur réelle sur le marché, c'est-à-dire à son coût moyen d'acquisition de tous les bitcoins sur le marché. Et forcément, vous vous en doutez, plus les bandes de couleurs sont rouges et plus ça pue un peu du cul. Mais globalement, en fait, comme vous le voyez, on vient tout juste d'atteindre le premier palier qu'on avait atteint en mars dernier. Alors pourtant, le prix est 20 000 $ plus haut que ce qu'il n'était en mars dernier. Comme on le voit, ces 8 mois de consolidation nous ont vraiment servi à poser des bases extrêmement solides pour avoir une nouvelle jambe haussière digne de ce nom. Et on voit que là, on atteint ce premier palier. Donc ça j'en ai déjà parlé justement dans le canal justement on-chain sur le Discord, du fait que ça peut être un premier niveau justement de prise de profit des investisseurs, puisque encore une fois, tout est principe d'offre et demande. Et même si les fameux hodlers, les détenteurs de Bitcoin convaincus qui vont soi-disant détenir leur Bitcoin jusqu'à 1 million, etc. Oui, il y aura une partie de leur supply, enfin de leur bag qui vont détenir ad vitam aeternam et qui vont vraiment attendre que peut-être le Bitcoin atteigne 500 000, 1 million de dollars. Mais en attendant, leur objectif premier, c'est quand même de prendre des gains sur chaque cycle haussier pour finalement racheter toujours plus de Bitcoin dans un cycle baissier. Et là, on arrive sur cette première résistance, ce premier palier de potentielle prise de profit sur le marché. Comme c'était déjà arrivé justement ici, finalement, fin 2020, donc finalement peu de temps après avoir cassé la TH de 2017. Et donc, on observe bien que pour l'instant, c'est assez cohérent, mais ça ne veut pas forcément
pour dire qu'on est dans une extrême surchauffe par rapport, en tout cas, à l'historique du Bitcoin. Donc, comme on le voit ici en 2017, c'est encore plus criant. On voit très bien que ce palier, que cette résistance, ce premier palier cette première résistance suit le prix pendant plusieurs mois. Donc, c'est vraiment, on le touche, on a une correction, on le touche, on a une correction, on le touche, on a une correction, etc. Mais par contre, il évolue petit à petit avec lui, puisque finalement, le prix ne fait qu'augmenter. Mais vu qu'il y a des profits qui sont encaissés, forcément, on refroidit un peu tout ça et forcément, on enlève un peu de pression vendeuse sur le marché, puisque la demande arrive finalement à l'absorber. Donc là, c'est exactement ce que l'on souhaiterait voir. Ouais, et puis là, en 2017, tu as une énorme montée du prix d'acquisition, c'est ça? Il y a énormément de mineurs qui sont arrivés en 2017. Le fait que toutes tes couleurs montent, c'est que c'est le prix d'acquisition qui monte ou pas? C'est ça? Non, en fait, si tu veux, c'est comment dire. En fait, oui. En fait, oui, exactement. Tu vois, donc là, c'est plutôt la courbe en violet, c'est le realized price, donc c'est vraiment le coût moyen d'acquisition des différents bitcoins. Ah. Tu vois qu'il a vachement augmenté justement avec le prix, c'est un peu logique. Il y a de plus en plus d'acquisitions, mais globalement, il est aussi régi. Ces bandes sont aussi régies par rapport à la différence entre on va dire le market cap global du marché, enfin du bitcoin ici, et par rapport à son pourcentage. Je sais pas, si par exemple, le marché pèse 1 trilliard, s'il y a 600 milliards sur le marché qui sont des profits latents, on dira qu'il y aura forcément un ratio de 0,6 qui nous permettra justement, grâce au Nupel, je pense que vous connaissez un peu le Nupel, qui nous permet de calculer le ratio pour savoir si on a trop de profits latents par rapport à la capitalisation globale du Bitcoin. D'ailleurs, si on peut rebondir là-dessus, on voit qu'on est à peine ici, on est légèrement en dessous du niveau de mars dernier, mais que par contre on est très très loin de ce qui s'est passé lors en fait du top global de avril-mai 2021 ou encore même de 2017. On est à peu près sur ces niveaux-là, encore une fois qui corroborent à la première jambe haussière après la cassure du dernier ATH. Donc ça, c'est plutôt intéressant de le voir, dans le sens où pour l'instant, si on se base que sur les gains non réalisés, puisque évidemment on essaie de les mesurer pour voir si ça peut être trop lourd si jamais il y a beaucoup de ventes, pour l'instant on n'est pas non plus dans un excès total. Donc ça, c'est plutôt intéressant de le relever. D'ailleurs, vous connaissez, je pense pour la plupart un peu ProfChain sur les réseaux, qui est justement, je pense c'est établi entre guillemets, mais si tu veux le GOAT français de l'analyse on-chain, qui lui nous a créé cet indicateur maison qui est vraiment excellent pour essayer de repérer vraiment les zones d'extrême surchauffe. Et on le voit que forcément, si c'est pas forcément un indicateur qui nous donne le top exact, puisqu'encore une fois c'est assez impossible ou improbable de le trouver, on voit vraiment que ça nous donne les zones qui pourraient être vraiment dans une extrême surchauffe. Qu'à chaque fois, il a réussi à un peu le spotter. Si on prend justement ici, comme vous le voyez, il avait déjà une première surchauffe vers les 28 000 $, mais ensuite, forcément, faut le prendre avec des pincettes, mais aussi faut quand même s'en servir pour essayer de repérer les zones où ça peut commencer à surchauffer. On a vu qu'il l'avait repéré en mars dernier, que déjà dès les 62 000 $, on avait repéré des zones de surchauffe, et que justement, écoutez, depuis quelques jours maintenant, depuis les 92 000 $, on voit que son indicateur s'est activé. Donc, ça corrobore bien ce qu'on a vu justement avec les bandes de prix ici, qui nous dit bien que on arrive sur des zones potentielles où c'est intéressant pour des investisseurs de prendre des gains, et ces gains-là, pour l'instant, ils sont quand même assez importants, puisque, on le voit ici, je vais enlever les pertes, vous voyez qu'on est sur un ATH des profits non réalisés sur le marché, on est à 1,2 trilliard de profits qui sont non réalisés sur le marché, ce qui est énorme. En 2021, on était à 820 milliards, et là, on a 400 milliards de plus, alors que potentiellement, évidemment, on n'est pas sur le top final du marché. Donc ça nous montre bien que on est sur une zone extrêmement intéressante sur lesquelles beaucoup d'investisseurs seraient tentés de prendre des gains, puisqu'il y en a beaucoup qui sont latents sur le marché. Donc ça, c'est plutôt intéressant de le noter. D'ailleurs, on a un graphique qui s'appelle le Sell Side Risk Ratio qui justement essaie de nous montrer quand est-ce qu'il y a beaucoup plus de risques, c'est un peu le titre du graphique, que justement les investisseurs qui ont beaucoup de gains sur le marché commencent à vendre pour prendre des gains, et on voit qu'on commence à se rapprocher du niveau de mars dernier, mais que, encore une fois, on est dans cette zone, on va dire jaune orangé, et qu'on n'est pas du tout encore dans la surchauffe extrême comme on a pu le voir
à plusieurs reprises lors des 2 derniers cycles. Mais que voilà, encore une fois, si je devais me situer sur le marché aujourd'hui, je me dirais que cette barrière déjà, ce prix psychologique des 100 000 $ pourrait être, parce qu'encore une fois, c'est des probabilités, ça se trouve, je vous dis ça, mais dans 3 jours, on va le casser et on s'arrête plus jusqu'au 105, 110, j'en sais rien. Mais évidemment, ça nous montre que ici, si on se base sur les données vraiment on-chain, sur le comportement des investisseurs probables, ça peut vraiment être un premier palier pour en tout cas laisser le marché se refroidir un petit peu. Si on regarde ce qui s'est passé en 2017, vous le voyez, à chaque fois qu'on a eu des grosses montées paraboliques, on a eu des corrections, encore une fois, de 30%, mais qui finalement ont été absorbées assez vite et qui, mine de rien, vous voyez, on est tombé au plus bas le 16 juillet, mais qui déjà le 28 juillet, on revenait justement au prix avant correction. Vraiment, en l'espace de 2 semaines, à chaque fois, c'est racheté. C'est intéressant de le noter. En 2021, on était passé du dernier ATH de 2017, on a fait un x2 directement en l'espace de 2 mois. Et ensuite, on a corrigé de 30% en l'espace de 2 semaines. Donc ensuite, on est remonté et en l'espace de 2 semaines, 2-3 semaines, on est revenu au prix avant correction. Donc ça peut arriver, ça peut nous montrer qu'on est déjà sur une zone de chauve et que potentiellement, soit on peut latéraliser, soit évidemment corriger. Je vais faire un peu la météo de la veille, mais c'est vrai que je vous donne l'autre possibilité aussi de dire que ça se peut que finalement, ce soit juste un petit stop de l'histoire de 2-3 jours, parce que ça fait 2-3 jours qu'on stagne vers les 97-99 000 $ et que ça peut suffire au marché pour se refroidir. Et ça se peut qu'on aille beaucoup plus haut par la suite. Mais juste, de mon point de vue, sachez que ça peut être un palier probable de prise de gain massif, en tout cas sur ces niveaux-là. Ok. Et justement, vu qu'il y a beaucoup de profits qui sont sur le marché, tu as forcément des investisseurs qui sont tentés de les prendre. Et comme on le voit ici, on est sur un ATH de profit non réalisé, mais on est sur un ATH de profit réalisé également. Et là, il faut quand même mesurer que ces derniers temps, sur ces derniers jours, on a quand même des prises de gains qui sont massives, puisqu'on a quand même des journées à 4 milliards de prises de gains, ce qui n'a jamais été vu sur le marché. Mais ce qui est assez hallucinant de mesurer à côté, c'est que finalement, la demande est tellement forte, déjà en partie par les ETF, mais aussi par tout ce qui est nous, forcément retail ou autres institutions qui viennent sur le marché comme MicroStrategy et autres, que finalement on arrive à absorber des niveaux de prise de gain qui sont assez exceptionnels, puisque finalement le prix, pour l'instant, il n'en pâtit pas vraiment. Juste là, voilà, ça fait vraiment depuis le 21 novembre, donc ça fait 3 jours qu'on transige de côté, et pour autant, on vient de se manger 4 milliards de pression vendeuse dans la gueule, et pourtant le prix du Bitcoin ne subit pas plus que ça. Donc c'est quand même assez fort, et pour moi c'est un très bon signe justement pour la suite. Est-ce que justement ça va nous montrer, comme on l'a vu ici, que ce stop au bout d'un moment, il faut bien qu'il soit cassé, comme on le voit en 2021, il faut qu'on aille un peu plus haut. Évidemment qu'on le casse au bout d'un moment pour continuer notre cycle haussier, et peut-être que finalement la demande est tellement forte que potentiellement on arrive à absorber tout ça. Donc c'est extrêmement intéressant, moi j'adore ça, et en tout cas moi je trouve ça très rassurant, très rassurant, même si justement ça nous montre que forcément il y a des gens qui prennent des gains, il y a forcément des gens qui prennent des profits, et évidemment ce qu'on ne veut pas voir, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande, mais pour l'instant l'équilibre semble parfait, puisque malgré ces prises de gains exceptionnelles, mine de rien on est sur un prix qui ne corrige pas plus que ça. Moi je trouve ça extrêmement positif justement par rapport à ça. Ok. Tac, je vais pas rentrer dans le détail du SOPR, mais justement pour vous montrer cette demande, vous voyez en fait toute la réserve de stablecoin qui augmente drastiquement sur la blockchain. J'ai envie de vous dire, en à peine 20 jours, on a eu 1 milliard par jour. des arrivées assez exceptionnelles. monstrueux. Après, tu sais, c'est sur un changement de supply sur une moyenne de 30 jours. Donc, en fait, là, c'est pas au jour le jour, mais on voit très bien qu'on ridiculise tout ce qui s'est passé en mars dernier. Là, on était sur... C'était beaucoup plus constant et puis avec un gros pic vers mars. Mais ici, on voit que c'est arrivé d'un coup. Alors là, c'est arrivé comme une flèche depuis les élections. Depuis ici, boum. Tiens. Je pense que l'effet Trump, il a été assez exceptionnel quand même. On l'avait pas dit, non, la dernière émission. C'est un peu le même scénario qu'après après les élections de 2020, où du coup ça a rassuré tout le monde potentiellement, et là on a eu un stonk, hop, c'est parti, en l'espace de 3 mois, on a une supply de stablecoin qui n'a fait qu'augmenter. Et donc forcément, j'avais vu une autre analyse sur Twitter d'un analyste qui disait qui avait mis en corrélation le fait qu'il y avait tous ces stablecoins qui arrivaient sur le marché et qu'ils étaient directement envoyés sur les exchanges. Donc ça, c'est plutôt pertinent, c'est plutôt intéressant à noter, puisque c'est
finalement, c'est pas forcément pour les garder et se dire, ok, j'ai minté, j'ai changé mes dollars ou mes euros contre de l'USDT ou de l'USDC. C'est vraiment directement pour se dire, ok, c'est le moment, je prends mes euros et US dollars et je les envoie directement sur les exchanges pour potentiellement, forcément, quand on regarde ce qui s'est passé ici, c'est pour faire quoi? C'est pour investir massivement. C'est pour, en fait, justement, rajouter du capital sur, en orange, ce qui est Bitcoin et sur ce qui est en bleu, sur Ethereum. Et donc, c'est vraiment pour se jeter, en fait, dans le marché. Et là, c'est plutôt pertinent. C'est assez intéressant. C'est à la fois, comme on peut se le dire, assez inquiétant de se dire que ça y est, tout le monde arrive, c'est l'euphorie, etc. Mais à la fois, on voit qu'on est sur des niveaux qui sont, pour moi, encore relativement intéressants. Sachant que comme on l'a vu en 2021 et en 2017, mais à plus petite échelle, parce que c'était pas les mêmes montants évidemment, c'était quand même sur une période de temps qui est assez large. Donc là ici on l'a vu vraiment entre début décembre et puis finalement avril, donc on a eu 5 mois d'arrivée de capitaux massifs, et là il faut se dire qu'on n'en est que à 1 mois environ, donc potentiellement, encore une fois ça reste des probabilités, peut-être qu'on aurait encore un scénario similaire avec pendant 4 mois justement beaucoup d'arrivées de capitaux sur les marchés, et donc parce que là, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans tout ce qui est un peu débat, d'observer une rotation de capitaux vers les altcoins, vers Ethereum et les altcoins, et voir une petite alt season ou une grosse alt season pendant que BTC justement est en train de consolider, comme on l'a vu un peu plus. Et pendant ce temps-là, les alts pourraient en profiter. Pour l'instant, à l'instant T, évidemment, vous le savez, au niveau de l'analyse on-chain, on n'est pas sur des time frames assez courtes, mais écoutez, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu une diminution très légère de l'afflux de capitaux sur Bitcoin, à l'inverse d'Ethereum qui lui a augmenté légèrement, mais vous voyez, pour l'instant c'est très minime. Les gars, vous avez écouté, pour l'instant. Sapiens il a dit vendez votre Bitcoin Voilà, pour pour de l'Ether. l'instant. C'est ce que j'ai écouté là tout de suite maintenant en live. Donc financial On va faire advice la de sauce. Sapiens. Appelez Faut l'AMF. lire entre les lignes, les gars. Mais du coup, tu vois, je crois qu'on a déjà parlé du dernier live, mais comme on l'avait vu en 2021, Ethereum en fait a suivi quelque peu BTC, mais avec forcément beaucoup moins de capitaux. C'est seulement à partir de environ février où là en fait la diminution de la supply, de l'arrivée de capitaux sur Bitcoin a commencé à se faire. Et comme vous le voyez, le prix, même s'il a fait des grosses corrections, en fait il n'a fait que transiger. Si tu fermais les yeux entre mars et mai, finalement le prix n'a quasiment pas bougé. Tu pouvais tomber dans le coma, tu serais arrivé à un même prix du BTC 3 mois après, 2 mois et demi après. Mais sauf que, au niveau on-chain et au niveau de ce qui se passe au niveau des capitaux, on voit très bien que l'afflux de capitaux sur Bitcoin diminue drastiquement, alors que sur Ethereum, c'était tout l'inverse. Bon, écoutez, c'est ce que je nous souhaite sur du court moyen terme, mais tout en espérant que justement les capitaux restent suffisants pour ne pas créer de déséquilibre de force entre l'offre et la demande. Donc pour l'instant, c'est assez positif, mais c'est vrai que, écoutez, il faudra surveiller ça dans les jours qui arrivent et voir ce qui se passe. Je sais que de votre côté, vous aviez remarqué, je crois que la BTC Dominance avait légèrement baissé. Commence à flanchir. C'est ça. Commence à flanchir. Commence à prendre ses petits tarifs dans la gueule, petit à petit. On va finir par lui casser la gueule à cette Bitcoin dominance. J'ai une question, Adrien, parce que je me suis battu encore sur Twitter hier, parce que les gens arrêtaient pas de dire qu'on n'aurait pas d'alt-season, parce que les ETF, parce que les institutionnels, parce qu'eux vont pas faire de rotation. Quel est ton avis là-dessus? Parce que tu as peut-être un avis différent, tu vois. Moi, je suis d'avis de dire que non, ça marche pas comme ça et que les ETF n'ont pas tant de BTC que ça. Mais comment tu vois les choses, toi? Après, en fait, moi, je me posais la question de savoir si c'était vraiment les mêmes typologies d'investisseurs qui investissent de toute façon sur Bitcoin ou les altcoins, dans le sens où... Attends, qu'est-ce que j'avais répondu à quelqu'un que je m'étais trouvé pertinent à ce moment-là, pour tout vous avouer. Mais en fait, je me disais que, si tu veux, là, on va arriver à un niveau de prix sur Bitcoin qui, pour tous les nouveaux arrivants, peut quand même paraître assez élevé. Encore une fois, on l'a vu aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a fait un tweet qui était plutôt pas mal. Il avait remarqué que sur les Dino Coins là, qui pump de 20-30% depuis hier, et aujourd'hui, ceux qui fonctionnaient le plus, c'était ceux qui étaient par exemple les moins chers. Donc tu te rends compte qu'au niveau de la compréhension d'un prix sur un actif, il y a encore quand même beaucoup de travail de vulgarisation et de compréhension pour les nouveaux arrivants, pour les nouveaux investisseurs, puisqu'ils se disent que tiens, si j'achète du Shiba qui est à 0,0007 $, j'aurais plus de chances de faire des gros gains s'il passe à 1 $. On est d'accord que ça marche pas comme ça, mais pour tous les nouveaux arrivants, c'est un nouveau domaine, c'est complexe et forcément, on fait vite des raccourcis. Là, en fait, de mon point de vue, on arrivera très rapidement à ce raccourci-là aussi,
dans le sens où Bitcoin va dépasser les 100 000 $, en tout cas je nous le souhaite, et forcément on va arriver à quelque chose où psychologiquement on va dire ah ok c'est quand même élevé, tu vois, et forcément bah, plus tu vas essayer d'écouter ce qui va se passer sur les réseaux, sur YouTube, sur Twitter, sur les conversations, etc., de dire que bah non en fait si tu veux te faire plus d'argent il faut miser sur les altcoins. Bon, en tout cas moi je suis persuadé que ça va arriver et que ceux qui achètent du Bitcoin via les ETF, pour moi ils sont plutôt là sur du moyen long terme, même s'ils sont très sujets au FOMO et au FUD, comme on l'a vu à chaque correction durant ces 8 mois, où chaque pump, à chaque fois, ça avait les ETF, les demandeurs d'ETF qui se réveillaient également, comme on le voit d'ailleurs depuis que le prix pump. Maintenant, moi, je me dis que dans tous les cas, ça arrivera quand même. J'ai pas vraiment de doute là-dessus. Je vois mal comment ça ne peut ne pas arriver, très sincèrement. Ah, surtout que tu as des nouveaux fois, flows rentrants en plus. c'est un avis. C'est pas que de la rotation, tu vois, c'est aussi des nouveaux flows. Comme on t'a montré, il y a Ouais. plein de stablecoins qui rentrent. Donc, ça. c'est pas que Bitcoin qui ruisselle sur le reste. C'est en partie, quoi. Exactement, ouais. Puis, Tu sais, c'est un peu puis, faut l'optique pas du... oublier que- Vas-y, ouais. Non, pardon, j'allais te couper, mais il faut pas oublier que l'humain reste ultra greedy parce que, ok, là on parle de Bitcoin et franchement, on est bullish sur les prochains mois, etc. Mais il y a un moment donné où même si Bitcoin sera à 150 000 $, en fait, les gens vont juste trouver ça cher parce qu'il vient quand même de 16 000 $. Ils sentent que ça pue du cul, tu vois. Ils vont pas acheter un Bitcoin à 150 000 $ même s'ils ont envie. Et ils vont voir qu'il y a des altcoins, ils vont être en mode bon bah allez, let's go, fuck it, je vais faire de l'argent sur ce bordel, j'achète le premier truc qui vient. Et après voilà, juste il y aura tout qui dump parce qu'au bout d'un moment, quand t'as épuisé tout l'argent que t'avais à disposition, C'est ça. il y a un moment, t'as un déséquilibre et tu parles très bien du déséquilibre, j'aime beaucoup le terme. T'as un déséquilibre d'achat et de demande qui est juste trop fort. Et c'est pour ça que je pense vraiment qu'il n'y aura jamais de super cycle, tout simplement parce qu'en fait on ne demande pas au plafond, que l'argent est pas illimité, que les gens au bout d'un moment ils sont en mode non mais il y a tout qui est en train de monter, je vais juste me faire enculer, etc. Mais les gens sont ultra greedy, ils voudront faire de l'argent et ils font de l'argent non pas sur Bitcoin et avec des altcoins. Donc moi c'est ce que j'ai en tête concernant les altcoins, c'est pour ça que je ne me fais aucun doute sur le fait qu'on aura vraiment une alt season et tout ce bordel. Et voilà, et qu'on aura que tout ira bien de ce côté-là. Mais je te laisse reprendre, Sapiens. Non, mais c'est extrêmement pertinent. En plus, je sais pas si nous trois, je sais qu'on est sur Twitter, on est assez actifs, mais je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a beaucoup d'influenceurs, que ce soit anglo-saxons ou français, qui assument déjà le fait d'avoir vendu une grande partie, voire 100% de leur BTC déjà maintenant, parce qu'on a touché la cible des 100K. Et ça, ça, je l'ai vu à plusieurs reprises, dans le sens où en fait, si déjà même les influx, bah forcément, moi le premier, tu vois, en 2020-21, vu que je savais pas où trouver l'information, bah, je suivais ceux qui avaient le plus d'abonnés et ceux qui me plaisaient le plus à la tête, tu vois. Et donc forcément, bah, je suivais un peu aussi ce qu'ils me disaient. Pas forcément de faire achète ça, mais juste bah, moi j'avais compris que sur Bitcoin, ça y est, on était déjà aux 40, 50, 60 000 $, maintenant là où tu te faisais le plus d'argent. Et de toute façon, quand tu regardes le marché, tu vois de Bitcoin, il fait un plus 5%, mais que Harry Potter Inou, il te fait un plus 3000% en 24 heures. Bah, tu sais où aller. Tu sais que t'es pas venu là pour poser même 5000 balles et te faire 10%. Bah, t'es juste un peu dégoûté de risquer ton argent, puisqu'encore une fois, pour des nouveaux arrivants, bah, c'est déjà un pari risqué de le mettre dans les crypto-monnaies, tellement ça fait des années qu'on nous rabâche que c'est de l'arnaque, que c'est du Ponzi, que c'est du blanchiment, que tout ce que tu veux. Donc, je pense que s'ils sont guidés par ces gens-là qui ont déjà plus de BTC potentiellement, bah forcément, ça peut en tout cas jouer aussi là-dessus. En tout cas, on précise que c'est pas du tout un FA de vendre ses BTC pour des Harry Potter Inou. Hein. Voilà. Je préfère. Regarde. Tu fais bien de le répéter. Personnellement, j'en ai encore, voilà aussi. C'est vrai que bon, voilà, c'est pas parce que je suis analyste on-chain spécifique BTC que je suis BTC maxi non plus. J'ai un bon bac d'alt, mais c'est vrai que je garde aussi du BTC parce que pour moi, il n'a pas fini sa course, même si j'ai pris quand même quelques gains pour un peu en tout cas refaire moi aussi une rotation de capitaux pour équilibrer ce que je vois sur le marché, ce qui en tout cas me donne des probabilités qui pourraient se passer. Mais d'ailleurs, avant que tu... Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Bon, j'allais dire avant que tu... Oui, mais avant que tu finisses... Après, fini, il n'y a pas de souci. Mais avant que tu finisses, j'aimerais bien savoir si, à force de voir plein de graphiques comme ça, et des fois tu as des targets, est-ce qu'il y a un niveau qui te semble à peu près logique pour Bitcoin, tu vois? Mais quand on a fini, il n'y a pas de souci, tu vois? Ouais.
Un niveau top, tu veux dire? Vraiment top top? Ouais, tu vois, depuis tout à l'heure, je vois que tu as des targets sur tes graphiques, et je pense qu'elles sont pas tout à fait pareilles, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui se dégage, tu vois, une sorte de fourchette, pour donner une idée, quoi. Ou pas du tout. Ouais, Peut-être pas du tout, en fait, hein, mais. En fait, si tu veux, le gros problème, bah, ça va dépendre de comment va évoluer le marché en fonction du comportement des investisseurs. Enfin, vraiment. D'accord. En fait, tu vois, si je me basais bah, typiquement par rapport Là-dessus, à par ce qu'on a exemple, vu ouais. ici, comme tu le vois, en fait, bah, finalement, comment on appelle ça? Bah, les bandes de prix évoluent avec le prix, puisque finalement, il prend en compte aussi les ventes massives des investisseurs, donc ça nous refroidit des indicateurs, donc on peut bah, bouger notre curseur un peu plus haut, etc. etc. C'est sûr que là, si on D'accord. devait aller en ligne droite de nos 98 000 $ actuels, enfin jusqu'à un potentiel top, je te dirais, bah, tu vois, dans cette fourchette tu Ça vas fait le combien? trouver. Bah, Je crois que c'est ouais, 130 ça 000. clignote. Ouais, Mmh. à peu près ici. Enfin, 130 000. bref, c'était 130 000 à peu près, tu vois. Donc là, si Mmh. jamais vraiment je devais te dire, ok, on a un gros consensus qui fait que ici, c'est des niveaux de prix qui sont extrêmement intéressants et risqués parce qu'on va être dans une surchauffe, ça peut être les Mmh. 130 000. Après, OK. bah, encore une fois, si on voit des gros pics de vente, comme avec ce graphique qui nous montre que Mmh. plus les pics sont rouges et plus c'est des vieux coins, vraiment des investisseurs très aguerris, patients, qui nous vendent, qui nous dumpent à la gueule énormément de vieux coins massivement, là je te dirais, ok, peut-être qu'on arrive sur des Ouais. niveaux de surchauffe. Encore une fois, on le voit, ça définit pas le top exact, mais ça nous donne déjà un premier indicateur de, ok, là dans les semaines qui arrivent, ça peut puer. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qui drive le marché. Ça se trouve, tu vois, les ETF, ils vont continuer d'accumuler 2 milliards par semaine et plus pendant encore 6 mois. Enfin, tu vois, c'est très difficile à dire. Mais en tout cas, enfin moi je trouve que dans les eaux de, je sais pas, 120, 150, enfin je te donne une grosse fourchette, mais 120, 150, je me dirais que c'est déjà un prix qui est assez Ouais, exceptionnel, pas loin du x10 depuis le bottom, mine de rien. c'est vrai. Ouais, ça, C'est vrai que ça fait Mais bizarre parce dit que, comme ça. mais c'est ce que Ah les ouais, gens t'as vu, oublient. Et moi, ça c'est a la l'air de première rien, chose que mais j'ai analysé en crypto. C'était, on m'a dit après coup que c'est un genre de stock to flow model. Je crois que c'est toi, Joe, qui me l'avait même appris le terme. Mais c'est quand tu regardes les ratios en fait de hausse du Bitcoin entre les cycles, tu vois qu'en fait, tu as des tendances qui se dégagent où en fait les multiples sont divisés par 5. Et j'en étais venu à la conclusion que grosso modo, déjà dans les 150 000 $, moi je serais genre out complet et je me méfierais beaucoup, tu vois. Genre 150 000 $, c'était déjà beaucoup. Alors on verra où est-ce qu'on sera dans 3 à 6 mois, mais c'est pour ça que j'ai alors une conviction, vous direz, vous appelez ça comme vous voulez, parce que c'est pas la seule chose sur laquelle je me base et pour prendre des profits et tout un tour. Mais que à partir de déjà 130, 140 000 $ sur un Bitcoin, faut pas oublier qu'il y a des gens, ils ont acheté à 16K en 2022, ils seront en x10 ou quasiment x10, enfin x8, que ça pue, genre ça pue beaucoup quand on regarde l'historique. Alors oui, il y a les ETF, oui, il y a les trucs, mais sur les altcoins, vous n'avez pas d'ETF. Sur ce que vous êtes positionné, les gars, il n'y a pas d'ETF. Donc c'est pour ça que je fais attention aussi à la décorrélation Bitcoin-crypto de manière générale, voir comment est-ce que ça évolue, parce que l'analyse on-chain que fait Sapiens, elle est ultra bien, et franchement, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur la chaîne pour que tu nous partages tout ça, et elle sera ultra importante quand toi, tu verras les premiers signes de surchauffe vraiment violents, où toi, on sera dans des timelines de prise de profit, de fin de cycle, etc. Tu commenceras à voir que ça pue on-chain. Là, par contre, ce sera le moment où ton analyse sur Bitcoin elle aura été pertinente, et derrière ce sera à nous d'analyser plus finement pour voir que sur les altcoins ça pue franchement salement, mais en tout cas ce que tu es en train de partager là, franchement c'est vraiment un pur plaisir, et c'est toujours des moments d'émission et de live que j'adore et que les gens adorent aussi pour d'excellentes raisons. Tout à fait. Yes, bah, mais c'est vrai que voilà, en fait tout est adaptation, et c'est vrai que j'aimerais beaucoup aussi avoir une target de prix non mouvante, qui ne bouge pas. Mais clairement, c'est vrai que voilà. Après, tu vois, il y a différents indicateurs qui, bah, je pense que vous, en analyse technique tradi, Tom, que tu utilises beaucoup, bah, tu vois, t'as la moyenne mobile des 200 derniers jours qui est plutôt pas mal à utiliser. Et avec le meilleur multiple, tu vois, qui a toujours un peu spoté les zones de surchauffe de top, bon, bah, tu vois, lui, il nous amène aux 157 000 $ aujourd'hui. En fait, ça dépend un peu de tout. Le P-Cycle Top Indicator, qui lui se base plus sur la moyenne mobile annuelle et sur, je crois, les 111 derniers jours, lui nous dit 122. Donc, en fait, tu vois, c'est pareil. Tout est adaptation, tout va bouger, et il faudra vraiment, en fait, qu'on regarde surtout, voilà, le comportement des détenteurs à long terme, qui pour moi sont eux qui vont driver cette pression vendeuse forte. Comme on le voit ici, leur détention de Bitcoin, justement, quand leur supply change, on voit très bien les grosses
vente massive de Bitcoin qui justement crée des équilibres par rapport à l'offre et de la demande, comme ici en 2020, 2020-21, comme ici lors de mars dernier. Et ici, pour l'instant, ça a l'air encore assez correct. On est loin des standards typiques de retournement de cycle. Mais voilà. Pourquoi tu disais du coup que... parce que tout à l'heure, tu disais qu'il y avait un record en vente, mais c'est parce que c'était du prix, alors que là, c'est du Bitcoin, c'est ça? Yes, ouais. En fait, ok, c'est pour ça. Les deux sont bons dans le sens où il y en a un, en fait, tu vois, quand cette fois je prends en valeur BTC, tu vois par contre qu'ici on est sur quelque chose qui diminue au fil du temps, ce qui est assez logique puisque le prix augmente. Donc pour atteindre un certain objectif de rentabilité ou de montant à avoir, forcément tu vends de moins en moins de Bitcoin. Donc je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup plus utiliser par rapport en termes de vente de BTC, comme d'autres qui utilisent aussi en US dollars. Donc les deux sont très pertinents et sont très bons. Mais si justement en fait tu regardes, tu vois ce fameux ratio du SOPR, du MVRV qui nous montre globalement pour les détenteurs à long terme, donc encore une fois ceux qui drive un peu le marché puisqu'ils détiennent quand même plus de 75% de la supply de BTC. Faut quand même savoir que tu vois typiquement en 2017 ils étaient sur un ratio de 35, c'est-à-dire qu'ils avaient typiquement 35 ça veut dire quoi? Quand tu es à 5 ça veut dire que tu as 400% de profit, donc 35 tu es à j'ai du mal. T'es à un fois 7. Enfin, t'es à un fois 35. Non, t'es à un fois 7 35 fois 4. ici. Ouais. Ici, t'es à un fois 35. Ici, en 2020, ils étaient sur un fois 12. Ouais, donc c'est ça. Donc sur un fois, c'est simple, sur en un fait. fois 11. Ici, sur un fois 34. Et ici, là, ils sont sur un fois 3. Donc en fait, oui, ça diminue au fil du temps parce que forcément, le marché est plus lourd. Tu te fais de moins en moins de multiples impressionnants. Mais globalement, quand eux, ce sera sur un peu un extrême, on sentira justement que ce sera potentiellement le moment aussi de sortir du marché puisque notre objectif à nous, c'est d'essayer de copier les investisseurs intelligents. Et forcément, si on n'a pas eu l'occasion de faire comme eux et d'acheter durant le bottom du cycle passé, serait au moins de faire comme eux, à être intelligent, à vendre lorsque eux, ils vendent aussi massivement puisqu'on n'a pas envie forcément de leur servir de porte de sortie. C'est ce qu'on va essayer de faire sur ce cycle. Voilà. Et globalement, en tout cas, si je pouvais finir au niveau, parce qu'on a parlé un peu de l'offre, c'est-à-dire tout ce qui était vendu, etc., qui était massif. Au niveau de la demande, on voit qu'on a un regain d'intérêt qui se refait enfin. On a quand même plus de 110 000 nouvelles adresses actives sur le dernier mois. Donc c'est vrai que ça n'a pas l'air beaucoup comparé à ce qui s'est passé lors des derniers cycles, mais c'est déjà un regain assez énorme comparé à cette longue traversée du désert qu'on a eu ces 8 derniers mois. Donc on a plus de 110 000 adresses actives qui sont arrivées sur le réseau, potentiellement des investisseurs. Évidemment, trois adresses peuvent être un investisseur, mais ça nous montre quand même qu'on a un regain d'activité générale. Et puis, encore une fois, on a quand même un ATH sur les achats en spot, sur les volumes en spot. On est sur des 15 milliards, alors que, par exemple, on était à un ATH à 6 milliards en 2021. Donc, on a vraiment un marché qui évolue. Et comme on en avait parlé lors du dernier live, il nous fallait voir ce regain d'engouement, un pic d'adrénaline un peu dans le volume des achats en spot, et c'est ce qu'on a eu et c'est ce qui drive aussi le prix. Donc, ce qui nous montre que ce pump n'est pas forcément uniquement drivé par tout ce qui est levier, comme justement, regardez, ça s'est passé au deuxième top de 2021, on avait des niveaux de spot qui étaient dégueulasses. Là, on voit que c'est sain, on voit que c'est porté par vraiment un nouvel engouement, de nouveaux capitaux qui arrivent, etc. Donc c'est pour ça que globalement, pour finir là-dessus, parce que ça fait pas mal de temps que je parle, alors qu'on avait dit que ça devait être assez court. Mais globalement, pour résumer, on a des premiers signaux de chauffe, je ne vais pas dire de surchauffe, mais c'est normal, puisque forcément, on est dans un marché qui est en pleine découverte. C'est normal, forcément, encore une fois, pour chaque acheteur, il faut bien qu'il y ait un vendeur derrière, donc c'est normal qu'on voit des BTC qui changent de main entre des tenteurs long terme et les nouveaux arrivants. Non, notre objectif, ça va vraiment être d'essayer de repérer quand est-ce que ce sera sur des niveaux trop importants, historiquement, qui ont pu être des signaux de retournement de tendance. Mais aujourd'hui, voilà, si cette zone des 95-100K peut être un bon palier pour faire un premier stop, comme si ça y est, je sais que Checkmate, qui est le lead d'analyse de Glassnode, ils disent justement c'est le premier stop, par exemple, pour gravir l'Everest. On est au camp numéro 1. On s'arrête ici potentiellement. Ça peut être un très bon stop. On s'arrête un peu, on prend des gains, on laisse le marché se reposer brièvement. Parce qu'encore une fois, on ne va pas passer 8 mois cette fois à se reposer. On a de la demande qui est là pour nous refaire partir à la hausse. Mais en tout cas, ça peut être un très bon endroit pour s'arrêter un petit peu. Mais ça ne remet pas du tout en cause le cycle haussier global. Donc, ce qui est plutôt bon à savoir. Ok. Voilà. Incroyable. Quel énorme sapiens, messieurs, dames, que vous avez eu ce soir. Très, très en forme.
Quel pur plaisir. Mais tu vois, ça fait extrêmement du bien, tu vois, de t'avoir. On est à 100K sur Bitcoin. Et tu vois, il y a beaucoup de gens, on en parlera pendant la suite du live avec Joe, mais on voit des gens, tu vois, ils sont en mode putain, mais faut peut-être que je prenne des profits, on va peut-être dump, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, il y a beaucoup d'incertitudes justement liées au fait qu'on a vécu vraiment 8 mois de traversée du désert. Et ça fait du bien, voilà, de se dire que c'est normal. Et oui, très bonne remarque, Joe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas avant que Sapiens nous quitte. Ouais. Des questions spécifiques à l'analyse on-chain ou n'importe quoi, où vous voulez sa lanterne. Mais voilà, il y a des gens qui ont peur, et il y a même des nouveaux entrants qui sont déjà en gain. Tu vois, ils ont acheté il y a 15 jours, les mecs, ils sont à plus 15, plus 20%, peut-être un peu plus, Ouais. selon ce qu'ils ont acheté. Et forcément, les mecs, ils sont en mode putain, mais let's go, en fait, c'est genre maintenant. Et ce que tu nous dis, c'est que voir un retracement court terme, alors évidemment, on n'est pas en train de coller un top, peut-être qu'on est en train de le faire, mais dans ce cas, c'est juste le conseil, c'est de ne pas s'inquiéter. Et le conseil que moi je donnerais chartistement, c'est buy the fucking dip et on y va, et c'est tout droit, on est à la fin du cycle, c'est maintenant qu'il faut y aller, et c'est pas le moment de trembler les genoux, grosso modo quoi. À 100%. Là, très d'accord avec toi sur l'achat des dips. En fait, faudra pas justement faire comme d'habitude, à essayer de se dire cool, on a un dip, je sais pas, imagine au 84. Ah bah attends, je vais attendre le dip au 75. C'est plus le moment. C'est plus du tout le moment. Là aujourd'hui, il faut les racheter parce que les dips seront rachetés extrêmement rapidement. Ça c'est clair. En tout cas, historiquement parlant, ça a toujours fonctionné comme ça. Voilà. Alors je lis la question de ça, je pense que la réponse, on l'a Bah, bien. je lui ai envoyé Est-ce la que tu réponse, arriverais, bah voilà. Est-ce qu'on arriverait à estimer les charts multiples global hors Bitcoin qui seraient réalistes? Je te laisse répondre, Sapiens, je m'attends à la réponse, mais dans le doute. Attends, parce que Non, en fait, il veut savoir quel Ouais. multiple il peut faire avec son PF, mais c'est pas possible quoi. Hors Bitcoin, non. Je dis hors Bitcoin. Ouais, c'est compliqué. Oui, c'est ça. Ça dépend des cryptos que tu as dans ton PF. C'est vraiment pas évident à dire. En plus, bah voilà, comme on l'a vu, on peut tomber sur des. Ah, ok, tu parles du Total 3 par exemple. Bah là, écoute, là, je pense que ce serait beaucoup plus, je crois, à On en parlera de toute façon. toi, Tom, ou à Joe qui pourront répondre là-dessus, parce que c'est vrai que je suis pas du tout chartiste pour l'instant. Et ouais, bah. Et on en c'est parlera une à la très fin de bonne l'émission. chose. C'est une Ok, très ça bonne marche. chose. Et justement, moi, tu vois, ce que je vais rappeler en attendant de voir s'il n'y a pas des petites questions, c'est que tu vois, ton analyse sur Bitcoin, notamment, tu vois, tu parlais tout à l'heure, il y avait un moment, il y a une charte, je me rappelle plus, je crois que c'est sur les holders, tu vois, qui commencent à vendre très tôt, en fait, dans un cycle, les holders long terme, justement, qui commencent à vendre très tôt, et ça dure pendant longtemps, et tu as vraiment des gros pics de vente sur la durée du cycle. Et tu vois la stabilisation de Bitcoin pendant les quelques mois, et c'est ces quelques mois-là que moi je vais monitorer vraiment à fond pour ne pas rater le moment où on va vraiment, dans mon esprit c'est une alt season, mais ce sera ce moment-là où on va exprimer le plein potentiel de nos investissements sur les altcoins. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine, et ma stratégie et ma manière de penser le marché. Encore une fois, je peux me tromper, mais si on n'a pas de manière de penser le marché, on navigue à vue. Donc je préfère me tromper et avoir un plan que ne pas avoir de plan et naviguer à vue. Mais voilà, et ce sera pendant ce moment-là où on verra qu'il y a des surchauffes sur Bitcoin, qu'on sera probablement en train de voir des tops sur Bitcoin, qu'on va voir des altcoins qui vont pousser de fou, et c'est à ce moment-là où notre analyse, elle va se baser en disant, bah regardez, Sapiens, il a dit sur Bitcoin, ça pue il y a 15 jours, on est sur les altcoins, ça pue de baiser, il y a des trucs, ça pue trop, on se casse de ce marché, on part en vacances. Et grosso modo, c'est pour ça que j'adore avoir Sapiens de manière régulière, c'est que ça permet voilà, de voir l'évolution de Bitcoin, et ensuite, nous, sur les altcoins, on peut se servir de ce qu'on voit sur Bitcoin pour ensuite avoir une analyse plus ou moins précise. Et je vois des petites questions. Tac. La petite correction de ce soir, est-ce la prise de profit que tu as avec Sapiens? Alors je pense qu'il est un peu tôt, mais si ça se trouve, l'analyse de Sapiens est très juste, et on est en train de voir une petite prise de profit légère, un dip qu'il faut acheter. Mais voilà, typiquement, c'est ce que Sapiens est en train d'énoncer, je pense. Corrige-moi si je me trompe, je n'ai pas envie de parler pour toi non plus. Ah, attends, parce que je regarde le dip en question. Alors, léger, le dip. Non, mais léger. Le Très, très léger. donc on a baissé de $2000. Donc c'est vrai que c'est un petit dip, ça, c'est clair. Bah écoutez, enfin déjà, il me semble, parce que ça c'était une question que j'ai pas réussi à, enfin j'ai pas cherché. Mais il me semble que les ETF dans tous les cas ne peuvent pas acheter le week-end. Mais monsieur, je sais plus qui m'avait posé la question de. C'est clair. Donc bon déjà de base on a, mais voilà, comme dit Psycho, c'est un dip en 1 minute. Et puis je crois que hier ou avant-hier on a eu exactement le même qui a été ravalé, je crois en même pas 2 heures. Mais globalement, bah déjà on a forcément plus la force acheteuse des ETF durant le week-end. Donc si
les investisseurs qui ont pas mal d'argent décident de vendre, forcément on se retrouve avec un peu une force de notre côté un peu en moins. Néanmoins, ça se peut, je trouverais pas ça déconnant, oui, que ce soit à cause de ça. Après voilà, c'est vraiment un tout petit dip, c'est vrai qu'il faut s'attendre encore une fois. En 2017 ou même en 2021, on a eu des dips qui étaient vraiment des gros dips. Ça pour l'instant, c'est vraiment une fluctuation. Voilà, c'est ridicule. Enfin là c'est un 2% en moins, alors qu'on a déjà eu des moins 20, 25, 30. Là, si on avait un moins 20, je pense que là, ce serait à étudier. Mais là, bon, typiquement, c'est vrai que ça m'inquiète pas trop de voir ça. Bien sûr. Mais j'en parlerai sur l'analyse chartiste, des moins 20%. Dites-vous qu'on revient dans des niveaux de retracement qui sont complètement corrects. Et il faudra pas trembler des genoux, les gars, ça sera normal. Et croyez-moi que sur le Discord, je vais vous dire, les gars, I am buying the dip right now. Tout de suite, maintenant. Il faut pas trembler les genoux. C'est une psychologie qu'il faut avoir sur le marché. C'est ultra dur pour quelqu'un qui a vécu le bear market et un nouvel entrant. T'es là, tu prends un moins 40% dans la gueule en 2 heures de temps. C'est dur, mentalement, c'est ultra dur. Mais voilà, il faut adapter sa psychologie à la période de marché. Tout à fait. Il faut prendre plus de risques, être moins hésitant, et voilà. Et écoute, Sapiens, je me permets quand même, la dernière fois je l'avais fait quand tu étais parti du live, je partage ton compte Twitter bien sûr à tout le monde. Yes, avec plaisir. Crypto Sapiens sur Twitter, une très belle DA orientée Bitcoin, bien entendu. N'hésitez pas à le suivre, il y a énormément de choses qui sont ultra intéressantes, même les gens que tu retweets, c'est des gens que j'apprécie beaucoup de temps en temps. Il y a des choses qui sont ultra pertinentes. On voit le fanboy que je suis en train de liker chaque tweet qui peut passer. donc voilà. Et tu es sur Discord Decrypted, tu envoies des petits messages de manière régulière quand tu as des indicateurs, mais tu bosses avec plein de gens et plein de choses partout. Donc même si tu envoies des petits messages et des petites analyses de temps en temps, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi sur le Discord et de t'avoir en live de toute façon. Pour le moment, c'est mensuel, mais en tout cas, c'est extrêmement cool. Yes, écoutez, pareil. Et puis d'ailleurs, je sais plus si on se l'était dit, mais ce serait pas mal qu'on se fasse un jour un live où on compare en direct à chaque fois ce que l'on voit sur le marché, que ce soit en AT ou en on-chain. Ça pourrait vraiment être intéressant de vraiment mettre les deux en corrélation, puisqu'encore une fois, il n'y en a pas un ou l'autre qui cherche à se mettre sur le devant de la scène, mais pour moi c'est vraiment je pense que si on maîtrise les deux, on est le top du top, donc ce serait avec grand plaisir. Let's go. En vrai, on s'organisera ça, on se fait ça, une petite émission entière où on fait que ça et on dédie ça, on va essayer de préparer ça à Zap bien sûr. Ouais. Grave. Écoute, Sapiens, est-ce que tu avais une petite dernière chose à dire aux gens avant qu'on te laisse? Non, croyez en vous. Ne subissez pas justement le FOMO ou le FUD sur le très court terme. On est là encore sur quelques mois ou en tout cas à mon avis toujours évidemment. Encore une fois je le répète, c'est des probabilités, mais globalement où tout devrait aller pour le mieux pour nous. Donc voilà, faudra pas avoir peur, comme l'a dit 0xAigri un peu plus tôt, pas avoir peur des dumps, des petites corrections ou des grosses corrections tant que nos niveaux principaux tiennent et nous prouvent qu'on est toujours dans un cycle haussier, ça devrait aller. Donc voilà, détenez gardez vos cryptos et puis il faudra prendre des profits le moment venu, mais pour moi on n'en est pas là. Et puis on rappelle que si jamais vous inquiétez pour le bull run et que vous avez un peu peur de vous prendre le prochain bear, suivez Crypto Sapiens ou suivez Decrypted. Nous on va le recevoir s'il nous abandonne pas tous les mois, et puis on alertera quand il y aura des problèmes. En tout cas on donnera pas de FA, mais on dira là ça pue et c'est important. Voilà. Dans tous les cas je pense que comment dire, encore une fois, on sera incapable de repérer le top exact, ou alors on aura vraiment une chatte de bâtard, mais la chatte à Dédé. Mais très clairement, voilà, même si on le chope pas bien comme il faut, on aura toujours même après coup des signaux utiles qui nous dira de sortir du marché, et même si on n'arrive pas à sortir à notre ATH wallet, au moins on sortira des gains. Et croyez-moi, il y a très peu de gens qui y arrivent. Je parle avec beaucoup de gens qui deviennent expérimentés parce que on est tous venus à un certain moment du cycle. C'est vrai que moi, mon premier cycle, je suis sorti avec 0 € de gain pour vous dire. Alors pourtant, il y avait des opportunités exceptionnelles et je suis pas le seul. Mais donc voilà. Donc il vaut mieux des fois sortir trop tard que ne pas sortir du tout. Typiquement l'erreur que j'ai fait en 2021 en espérant cette fameuse phase de psychologie où tu es dans le déni, où tu te dis mais non, ça va remonter, c'est encore un petit dip, faut s'accrocher. C'est ça. Sauf que cette fois, on aura les signaux pour vraiment comprendre que non, ça peut être le moment de vraiment partir. Ouais, c'est ça. Donc on va tout faire pour. Merci à vous en tout cas, puis merci à vous tous, l'audience. Merci beaucoup Sapiens pour ta venue, c'était un pur plaisir.
Profite, Ouais. profite de ta nuit. Chez toi, il est Oui. Ouais. tard. Dors, repose-toi bien. Et merci encore pour ta venue. C'était vraiment très très cool. Et allez suivre Sapiens sur les réseaux où vous êtes. Dès Voilà. que ça marche. Et ben merci écoute à vous. Sapiens, à la À prochaine. plus tard, les Ciao gars. ciao. Ciao, À ciao, plus. la bise. La bise. Salut.